On voit rien du tout. C'est mieux. Un peu fort. J'aime bien voir avec les cheveux. Bonsoir. Donc je vais commencer par lire un extrait de Traversée des ombres de Pontalis. Ça s'appelle Ombre portée. Les mots ombre portée exercent depuis longtemps sur moi un pouvoir d'attraction comparable à celui que j'ai pu ressentir avec les mots limbe et clairière. Les mots est ce qu'ils désignent. Les limbes, ce lieu sans contour précis situé entre les ténèbres de l'enfer et la lumière radieuse du paradis. La clairière, qui s'ouvre aussi inattendue qu'espérée au creux de la forêt si dense et si sombre que je crains de m'y perdre avant que la clairière et ses raies de lumière ne dissipent l'angoisse naissante. Mais l'ombre portée, qu'était-ce au juste ? J'avais beau consulter les dictionnaires, parcourir des ouvrages spécialisés, je ne parvenais pas à saisir en quoi cette ombre-là différait des autres ombres. L'alliance de ces deux mots me troublait. Que portait l'ombre ? Ou alors, qui la portait ? Qu'emportait-elle avec elle ? Quelle était sa portée ? Faire ainsi tourner les mots en tous sens ne m'avançait à rien. Comme si je me refusais à éclairer ce que recelait à mes yeux de mystérieux, d'étrangement inquiétant, l'ombre portée. Il me fallait la vision d'un arbre. C'était la fin de l'été, à la tombée du jour. Faut-il dire tombée du jour ou de la nuit ? Chez des amis, à la campagne, un moment de douce mélancolie. L'automne s'annonçait, je m'apprêtais à quitter mes hôtes, sans doute pour longtemps. Au-delà des limites du jardin, avec sa pelouse fraîchement tondue, ses fleurs, sa tonnelle, un chêne. Je l'avais vu, admiré ce chêne, plus d'une fois. Son fût bien droit, sa ramure puissante, son feuillage que le vent faisait légèrement vibrer, ses racines noueuses, sa cime. Il me donnait un sentiment de plénitude, comme il m'arrive d'en connaître devant certaines peintures. Il était à la fois une forme accomplie et une forme vitale. Il se suffisait à lui-même. Il était l'arbre. Il était. Et voici que ce soir-là, pour la première fois, je vis une ombre immense recouvrir la pelouse du jardin. C'était l'ombre du chêne. Une ombre qui lui donnait encore plus d'ampleur en accentuant ses dimensions jusqu'à ne plus lui assigner de limite précise. Ce que n'avait pas réussi à me faire percevoir la fréquentation des dictionnaires et des ouvrages savants, l'ombre du chêne me la révéla. Je sus, en ce lent glissement du jour vers la nuit, ou de la nuit sur le jour, je sus enfin ce qu'est une ombre portée. Dans le même temps, une étrange, une folle pensée me vint. Ce chêne, si vigoureux qu'il fût, il finirait bien par mourir, et alors il ne resterait de lui que son ombre, une ombre qui ignorerait le temps qui passe, une ombre hors du temps, présente le jour comme la nuit. Ce couchant d'automne, on dirait le pays des ombres, me souffle à l'instant le poète japonais Matsuo Basho. Tiré de En marge des nuits de Pontalis. À quelques centaines de mètres de Saint-Paul-de-Vence, où je répugne à entrer par refus de me fondre dans la masse touristique, la Fondation Macte peut fréquenter ce jour-là, un lieu magique où se réconcilient l'art et la nature civilisée, où voisinent les peints, les peintres et les sculpteurs, Calder et Miro, ces deux enfants joueurs, manuscrits de poètes et pierres, purs dessins de Matisse. Quelques traits lui suffisent pour donner à voir un visage. Et dessins toujours repris, parce que inachevables, de Giacometti. On dirait que toutes les formes que peut prendre le monde sont ici rassemblées, toutes singulières, inventives, sans jamais se contredire. Un ami m'a parlé d'une statue de Giacometti, je l'avais vue autrefois, sans mon souvenir. Elle a pour titre « L'objet invisible ». Je tombe en arrêt devant
Cette femme longiligne, assise, les genoux pliés, dont la petite tête pourrait provenir de l'ancienne Égypte, mais l'énigme n'est pas dans ce visage. Les avant-bras s'apprêtent à se croiser, ou les mains à se rejoindre, mais ces mains restent à distance l'une de l'autre. Entre elles, rien. Un vide. Non, pas un vide, car assurément elles tiennent quelque chose, un objet que le spectateur imagine être infiniment précieux, fragile. Il ne faut pas qu'il échappe à ses mains, à ses doigts effilés, presque des griffes. Il ne faut pas qu'il casse en tombant. C'est l'objet invisible et je ne vois que lui. C'est un objet sans figure, il ne saurait être défiguré. Je ne souhaite pas lui donner un nom, dire qu'il représenterait l'objet d'un désir qui ne pourrait jamais être assouvi. Il n'est rien d'autre que ce creux, cette absence qui est en chacun de nous. Alors tout s'éclaire en moi, à la faveur de ce lieu qui, bien qu'il n'abrite que des œuvres de notre temps, a quelque chose d'intemporel. Je comprends que ce que je cherche à tenir entre mes mains, sans parvenir à le saisir, c'est mon objet invisible, précieux, fragile, qu'à aucun prix je ne dois laisser tomber. Ce n'est ni le paysage d'avant, ni celui de maintenant, ni mon passé, ni mon présent, mais c'est insaisissable que pourtant je tiens et qui me tient. Je ne sais plus, c'est compliqué de vous parler, JB, parce que je ne sais plus à qui je m'adresse, si je m'adresse à l'écrivain, à l'éditeur ou à l'ami. Et la première fois que je vous ai rencontré, vous m'avez dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez adressé un manuscrit à moi? Et bon, j'ai bredouillé une réponse qui a semblé vous satisfaire à l'époque. Et là, je crois que c'est une réponse que je vous donne avec ces deux textes que je choisis. Partant de l'ombre informe, arrivant à l'objet invisible, qui est l'ombre qui a pris forme. Et entre ces deux textes, se sont écoulées quelques années, pendant lesquelles je vous envoyais des manuscrits, et vous me disiez, c'est bien, mais il manque un je ne sais quoi, vous n'y êtes pas tout à fait, vous y êtes presque. Alors évidemment, je partais très, très frustré, mais en même temps dans l'attente du moment où vous me diriez, ça y est, vous y êtes. Et un jour, vous m'avez dit, ça y est, vous y êtes, et je ne savais pas ce qui s'était passé, je ne savais pas où j'étais. Ça a été une lente naissance. Et je voulais vous demander si, pour arriver à la forme littéraire qui est la vôtre, fragmentaire, poétique, penser sans être pensé, vous avez eu un long parcours. Oui, j'ai eu un très long parcours. Enfin, tout jeune, adolescent, comme tout le monde, j'écrivais des poèmes à la Mallarmé, aussi abscons que les siens, mais sans aucune valeur. J'ai écrit, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai retrouvé ça récemment, des nouvelles, pas trop nulles, et des ébauches de romans lamentables. Et j'avais un culot quand même d'en faire, j'ai retrouvé ça récemment aussi, à 18 ans, je crois que j'étais en Cagne ou en Hippocagne même. J'ai eu l'aplomb d'envoyer aux éditions Gallimard, où je travaille maintenant, un texte, et j'ai retrouvé la lettre que Raymond Queneau m'avait très courtoisement écrite, répondu en me disant que ça n'allait pas pour cette fois, ce qui était assez encourageant. Donc vous voyez, c'est un peu la même réponse que celle que je vous ai donnée, il y a longtemps aussi. Et me fixant rendez-vous, c'était très précis, à la Queneau, tel jour, à la NRF, entre 5h et 5h15. Et voilà quel était mon premier contact avec cette maison d'édition qui reste prestigieuse, mais qu'à l'époque, pour moi, la NRF, dans les années 40, c'était comme l'école normale, où j'ai échoué aussi, donc il y a eu 2 échecs là. L'échec je me doutais que le livre ne méritait pas d'être publié, mais enfin quand même, on se dit toujours pourquoi pas. L'école normale, la même chose. Je sais que j'avais pas fichu grand-chose, donc j'avais aucune chance, mais quand même, pourquoi pas.
Et voilà mes débuts, si je puis dire, en littérature. Ensuite, il y a eu j'ai publié un petit livre qui était plus un recueil de nouvelles, bien qu'il fût baptisé roman, qui a été refusé aussi par Gallimard, mais qui a été rattrapé par la Table Ronde. Et puis après, philosophie, plus tard entrée en psychanalyse, tarissement de ce côté-là, très long. Donc peut-être parce que le fait, on en reviendra peut-être si vous lisez d'autres textes, le fait le discours philosophique, même s'il était celui uniquement d'un professeur, éloigne de la sensibilité que cherche quand même à évoquer la littérature. Et puis l'analyse aussi, on est tellement pris là-dedans que c'est la parole qu'on peut proférer sur le divan qui importe et qu'on s'éloigne, enfin je me suis éloigné en tout cas du texte écrit. Et c'est donc écrivain très tardif, je vous raconte mon parcours pour m'y engager, à 50 ans je crois que j'ai écrit un premier récit assez autobiographique qui s'appelle toujours Loin. Et puis j'ai publié, alors je publiais en même temps, ça, de ce côté-là la plume n'était pas tarie, j'ai publié des articles, quelques livres de psychanalyse, et puis il y a eu le grand travail du vocabulaire avec La Planche, qui là aussi travaille sur les concepts, sur l'appareil conceptuel de Freud, était très distant évidemment de tout travail, de toute approche littéraire. Et puis après, donc l'accueil qui m'a surpris, mais bienveillant pour Loin, j'ai commencé à écrire c'est un peu bête de classer les choses comme ça, mais ce sont de la littérature, à un rythme qui devient d'ailleurs assez inquiétant, de plus en plus rapproché. Bientôt, je vais battre les records de Amélie Nothomb. Comme me l'a fait récemment remarquer avec bienveillance mon éditeur. Et donc presque chaque année depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors vous me demandiez, donc vous voyez qu'il faut être patient. Avec vous, je me souviens très bien que vous m'aviez adressé plusieurs manuscrits, donc on ne se connaissait pas, vous étiez recommandé, ça j'aime bien, de personnes, vous me l'avez envoyé comme ça. Et je crois vous avoir refusé, mais refusé avec une possibilité d'ouverture, au moins 2-3 manuscrits, et avec quelque chose. Bon, je sentais qu'il y avait un vrai talent en vous, un vrai don d'écriture, mais effectivement, c'est très difficile à définir, que c'était pas ça. C'était pas ça. Mais ce qu'on se dit d'ailleurs toujours en écrivant, hein, en se relisant, on dit c'est pas ça, sans qu'on sache très bien ce que c'est que ce ça, la poursuite duquel on est, sans pouvoir le définir. Donc là, je crois avoir bien fait finalement, hein, plutôt que de vous dire, d'abord j'aurais pu vous dire carrément non, ça va pas, hein, donc refus sans perspective, ou dire bon, c'est pas encore ça, mais on va quand même le prendre ou le faire prendre. Et alors, où mon erreur a été, c'est que je me rappelle vous avoir dit, mais il faudrait que vous sortiez un peu de textes aussi manifestement autobiographiques. Pourquoi ne vous lancez pas dans la fiction? Ce que j'étais moi-même un peu incapable de faire. Mais souvent, on souhaite aux autres ce qu'on n'est pas capable soit de réussir. Et là-dessus, vous n'avez pas cédé. C'est même devenu de plus en plus autobiographique, de plus en plus personnel, de plus en plus intime, et jusqu'à ce que nous vienne ce très beau livre qui est Dans la vallée des larmes, dont peut-être nous lirons des extraits tout à l'heure, où vous racontiez votre expérience de malade, et puis plus récemment votre expérience de médecin aux urgences psychiatriques, qui est entre autres l'objet de votre second livre Soigné. Voilà, donc l'écriture fragmentaire, donc au départ, mes premiers livres, c'était plutôt une forme de récit, et puis peu à peu, effectivement, est venue cette forme qui me sied bien, peut-être parce que je la sens aussi plus proche, bien qu'il ne soit pas toujours question, même rarement question de psychanalyse, je la sens peut-être plus proche, cette forme fragmentaire, de l'analyse, hein, comme si chaque fragment était quelque chose comme une séance. Et puis en plus, dans une séance apparaissent toujours des fragments de rêve. C'est la phrase qu'on entend souvent, il ne me reste que des bribes de ce rêve.
c'est pas un discours organisé, c'est pas un discours argumenté. Et peu à peu, cette série de fragments, je parle là ou de séances, quelque chose comme un fil conducteur à travers les associations qui ont été un peu dans tous les sens, un fil conducteur finit par se révéler, et j'espère que pour un livre en fragments, c'est un peu la même chose qui se passe, c'est que ces différentes pièces du puzzle vont composer et que quelque chose comme une image d'ensemble va en ressurgir. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question. Si, il y a un autre texte que Michel va nous lire qui va vous répondre aussi, parce que quand je vous voyais et vous me donniez des conseils, je vous lisais, et en vous lisant, je trouvais d'autres conseils qui m'incitaient à continuer d'écrire, à continuer à d'écrire en me baignant dans la source souterraine. C'est un texte qui s'appelle La source souterraine, et qui va se poursuivre par un extrait de Dans la vallée des larmes, autour de l'inquiétant. Alors, la source souterraine est tirée de En marche des nuits. Alors, la source souterraine. Capacité d'aimer, Freud. Capacité de rêver, Winnicott. Capacité dépressive. Dans tout cela, je vois une même origine, le creux. Je préfère ce mot à celui de manque, devenu l'objet d'un véritable culte. C'est seulement quand on consent à s'approcher de ce creux, de ce silence, puis à s'enfoncer en lui au risque de frôler l'abîme, mais avec l'espoir d'y trouver une source souterraine, que toutes ces capacités ont une chance de se réaliser. Donc, Dans la vallée des larmes, d'Autréau. Peut-être cette maladie n'était-elle qu'une échappée inconsciente contre laquelle je ne pouvais rien. Si je me laissais aller à ces pensées, je descendais tout de suite dans un recoin de l'enfer plus épouvantable que celui où j'étais déjà. Lorsque je commençais de glisser vers ce cercle-là, je me retenais de toutes mes forces et essayais de me maintenir dans un non-savoir, ou disons dans un dénuement obstiné de l'esprit, dans une non-volonté de comprendre. Il me fallait, pour être en paix, me réfugier dans une pauvreté intérieure, où on ne peut admettre son impuissance et sa vulnérabilité sans complaisance. Attitude de résistance passive plus que renoncement. Je suivais l'exemple de Primo Levi. Plus tard, lorsque je serai en rémission, lorsque je pourrai écrire, je chercherai plus froidement à analyser ce que j'avais traversé. Mais au cours du voyage, je me répétais l'avertissement qu'un cynique lui avait soufflé au visage à son entrée au Lager, « Hier ist kein Warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Cette phrase, prononcée dans un univers régi par une hostilité que je n'avais évidemment jamais subie, résumait une des attitudes possibles de survie face au mal, et je la faisais mienne. Contempler le non-sens me permettait de survivre spirituellement à ce qu'en moi je sentais à l'affût. L'analyse ou la colère, comme celle de Zorn, me paralysait et me conduisait au naufrage. Une œuvre de Turner illustre ce qui se jouait lorsque je me débattais encore avec la maladie. Je l'avais vu au Yale Center of British Art à New Haven. Cet été-là, justement, un jour que j'avais faussé compagnie aux amis. Cette toile, qui préfigure les marines de la dernière période de Turner, est connue sous le titre de Wreckers, Coast of the Northumberland, with a steamboat assisting a ship offshore. Affairés au bord d'une mer démontée, des wreckers, ou naufrageurs, attendent l'échouage d'un navire qui dérive au large, à sec de toile. Brigands organisés en gang pour piller les épaves et les naufragés. Les wreckers n'hésitent pas à allumer des lanternes sur des rivages dangereux ou à lancer des fusées lorsque survenait une tempête pour tromper les bateaux vers les récifs. Sur la toile de Turner, plus assuré dans la tempête, un navire à vapeur prête assistance aux voiliers en détresse. Le peintre laisse indécise l'issue de ce drame. La mer et les intempéries décideront.
Bon, les deux auteurs que je viens d'évoquer ont joué un rôle presque aussi manichéen au cours de mon périple de malade. Primo Levi, le steamer moraliste, guidait et aidait à revenir vers l'humanité. Il apaisait la tempête intérieure et m'évitait le naufrage spirituel. Le désespoir de Fritz Zorn m'isolait et me rabattait dans mon destin. Il me précipitait dans le puits d'un solipsisme infranchissable et m'y faisait me fracasser contre l'absurdité du mal. Le livre de Zorn, Mars, m'empêchait de trouver de l'apaisement malgré tout dans ce que j'avais vu. Il occultait l'ivresse du face-à-face avec l'inconnaissable. Je ne pouvais rien dompter de la sauvagerie de ce destin, de ces sursauts que personne ne savait prévoir. Mais cette nébuleuse que j'avais dans le ventre m'avait amené dans un espace psychique clarifié, là où la conscience se déploie sans crainte dans le constat de sa propre impuissance. Cet espace-là m'avait sauvé plus d'une fois de la panique. J'entendais le célébrer en écrivant. Tiré de Traversée des ombres de Pontalis, éloge de l'inquiétant. Du temps de ma jeunesse, j'ai étudié la philosophie, je l'ai même enseignée. C'est Gilles Deleuze, je crois bien, qui a pu dire que la tâche du philosophe était de fabriquer des concepts. Et voici que, dans le moment présent, ce qui surgit immédiatement, ce n'est pas l'agencement des concepts et des notions qu'ont fabriqués les philosophes, ce sont des images. Je suis aux côtés de Descartes, penché à sa fenêtre, et ne voyant dans la rue que des manteaux et des chapeaux qui pourraient bien ne couvrir que des spectres. Je suis avec Sartre, fasciné dans un square de Bouville par les racines obscènes d'un arbre. Me souvenant de Thomas de Quincey, j'observe le vieux Kant dans ses promenades quand le ciel n'est pas étoilé et que l'impératif catégorique en vigueur exige seulement de faire quelques pas en compagnie d'un valet. Je me révolte avec Nietzsche contre le cocher qui maltraite son cheval. Je me jette au cou du cheval. Je sanglote et je m'effondre. Je demeure longtemps dans la caverne de Platon auprès des ombres, ce qui fait naître en moi le désir d'écrire ce livre. Je revis avec Marx, comme si j'en étais, le témoin, le coup d'état du 18 Brumaire. Je suis dans le train avec l'enfant Freud découvrant Matrem Nudam, et avec le vieux Freud, ne parvenant pas à croire qu'il est vraiment sur l'Acropole. Comme ils sont loin de moi alors, tous ces édifices qu'ont construits au prix d'un immense labeur les philosophes. Je les ai pourtant lus autrefois, ces penseurs infatigables. Je les ai lus avec ferveur dans l'espoir que, grâce à eux, j'allais enfin trouver la réponse aux questions que je pouvais me poser. Entre autres, qu'est-ce que le temps? Pourquoi notre finitude? Peut-on penser l'infini? Comment puis-je être libre? J'avais aimé que, dès le premier cours, notre professeur, bien qu'il nous parût être revenu de tout, sans être allé nulle part, nous ait averti qu'au commencement de la philosophie était l'étonnement. Pour le sens commun, toujours décrié, les choses allaient de soi. Elles étaient comme elles étaient. Voici que soudain, les prétendues évidences volaient en éclats. J'en tirais aussitôt la conséquence que l'étonnement philosophique allait de pair avec l'insoumission, le refus de tout ordre établi, à commencer par celui de la famille, de son milieu social, de l'état de fait. J'avais 16 ans, c'était aussi le début de l'occupation allemande. Oui, j'ai passé des heures, des années, à lire de la philosophie avec patience, dans la souffrance parfois, quand je me heurtais à mon incompréhension, face à Parménide l'obscur ou à tel retournement de la dialectique impitoyable de Hegel. Je n'étais pas loin de pleurer alors, comme Nietzsche, auprès du cheval maltraité. Que maltraitent donc les philosophes? Peu à peu, je me suis éloigné d'eux. J'ai quitté la pratique philosophique qui consiste pour une large part, on le sait, à lire et à relire les grands textes. Je l'ai quitté pour d'autres pratiques où l'étonnement est toujours au rendez-vous, pas seulement au commencement. La pratique de la psychanalyse est celle de l'écriture qualifiée de littéraire. Si différentes qu'elles soient l'une de l'autre, par leurs procédés, leurs exigences et leurs finalités, je les crois, je les veux
proche. C'est que je vois à l'œuvre, en chacune d'elles, une parole en mouvement qui avance vers l'inconnu, une parole rêvante qui tente de se délivrer de tout ce à quoi astreint le discours organisé. Une parole en mouvement, c'est peut-être ce que maltraitent les philosophes et les psychanalystes. JB maltraite quoi? Merci pour cette aimable question. Ne jouons pas sur les mots. L'analyse, en tout cas à mes yeux, mais déjà aux yeux de Freud, est un traitement. Il appelait un traitement psychique, mais un traitement. Et il parle toujours d'ailleurs de ces malades, et jamais, comme on le dit aujourd'hui, de ces analysants. Donc, pour moi, même si la finalité n'est pas la guérison immédiate et que la phrase archi-connue de Lacan, la guérison est un bénéfice de surcroît, cette phrase prise dans son sens véritable est absolument juste, à condition de ne pas, comme souvent dans les énoncés de Lacan, et c'est toujours assez ambigu, de ne pas en tirer la conclusion, comme l'ont fait certains, dire de la guérison, on s'en fout. Et il n'y a aucune visée, il n'y a pas une visée explicite dans le traitement analytique, sinon on ne peut l'exprimer que dans termes assez vagues, enfin c'est les termes que je choisis, rendre celui qui s'est confié à vous plus libre par rapport à tout ce qui en lui est contrainte. Il est le restreint, le limite. Alors, à propos de mouvement, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. J'ai eu l'occasion, surtout quand mon parcours avançait, d'avoir une analyse des collègues qui faisaient ce qu'on appelle une nouvelle tranche, une seconde, voire une troisième tranche. Et ils venaient souvent consulter, non pas parce qu'ils avaient des difficultés d'ordre personnel particulièrement vives, ou nouvelles, ou d'anciennes qui revenaient, mais parce que justement ils se sentaient plus libres dans leur travail d'analyste, comme s'ils étaient enserrés. Et assez curieusement, de voir donc des collègues qui étaient tout à fait rodés, si je puis dire, à l'analyse, qui en connaissaient un bout, souvent un bout plus que moi, de voir comment à ce moment-là, le fait de s'abandonner ou d'oser s'abandonner à une parole libre, hors de tout, pour revenir à un thème déjà évoqué, de tout discours organisé, remettait tout en jeu, tout en mouvement chez eux. La mémoire, pourtant déjà bien explorée, donc la parole, je viens de l'indiquer, et leur vie. Comme si donc, le mouvement déclenché par cette liberté de parole pouvait remettre en mouvement tout le reste. Voilà ce que c'est pour moi que le bienfait de l'analyse, qui n'est donc pas une maltraitance. Alors cela dit, c'est peut-être un de mes points faibles, même sûrement, je crois l'avoir écrit quelque part, ça m'a été reproché, j'aime bien mes patients. Alors là-dessus, on m'a dit, si tu les aimes bien, je aimais bien, hein, c'est-à-dire pas trop, parce qu'à ce moment-là, c'est très inquiétant, et pas non plus l'indifférence. Et je crois que si on n'a pas ce que vous évoquez aussi dans votre travail de médecin, ce minimum d'empathie, ce qui ne veut pas dire symbiose, ce qui ne veut pas dire se confondre avec l'autre, mais toujours maintenir une distance, mais si on n'a pas cette possibilité, comme disait un bon professeur qui était Lagage, Daniel Lagage, commencez par entrer dans le monde personnel du patient, commencez par entrer dans son monde, ce qui vous fait sortir aussi du vôtre, sans se confondre avec le sien, mais s'approcher au plus près de son monde personnel. Alors peut-être suis-je réticent quant à des interprétations des interventions qui pourraient faire directement mal, blesser, parce que c'est très fréquent de voir dans le récit d'enfance que vous font les patients comment ce sont souvent des mots, plus que des actes de maltraitance, pour reprendre votre mot, qui les auraient troublés, voire traumatisés. Ce sont des mots prononcés souvent par une mère, qui sans doute ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Des mots qui blessent, des mots qui tuent. Et ces blessures-là, ou ces meurtres-là,
sont souvent les plus difficiles à dépasser. D'ailleurs, pour revenir, vous voyez, les mots forts, les mots qui blessent, là je m'adresse aux médecins, pas à vous, mais à beaucoup de médecins, étant donné l'attente où on est de ce qu'ils peuvent vous dire, du diagnostic qu'ils peuvent faire, du traitement qu'ils peuvent vous imposer, ils ne se rendent pas compte du poids qu'a leur moindre mot. Et tellement on est sensible à ce qui va sortir de leur bouche. Alors quelque chose qui peut leur paraître anodin peut vous faire un mal terrible. Voilà pour votre réponse, pour ma réponse à votre question malicieuse. Qu'est-ce que maltraite ? Il y a des analystes, faut pas toujours, parce que pour moi c'est pas une corporation où tout le monde est d'accord. Hein. Il y a sûrement des analystes qui sont à mon avis maltraitants, hein, plus qu'un médecin, ils ont un tel pouvoir. On peut faire une fois que le transfert est bien établi, on peut faire n'importe quoi à un patient. Et un médecin aussi peut faire n'importe quoi. S'il profite, il tire parti de sa situation de sachant. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Et en même temps, il faut aussi pouvoir déloger, en ce sens on maltraite, il faut pouvoir déloger le patient de ses certitudes, ou du propre récit qui se fait de sa propre histoire. De se saisir souvent par des détails, un détail de rêve ou quelque chose qui a surgi d'un mot inattendu, pour le déloger. Donc en un sens, on le maltraite, puisqu'on ne le conforte pas dans son confort personnel, ce confort personnel pouvant être sa névrose, qu'il en sert lui aussi. Vous savez, je crois que c'est Freud qui disait à peu près, le terrible, c'est qu'ils préfèrent leur névrose à eux-mêmes. Et c'est vrai, mais on en est un peu tous là, on y tient à sa névrose, qu'elle vous tient aussi. Tandis qu'une fois qu'on arrive à s'en dégager, on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Quand on vous lit, en tout cas, on imagine mal que vous soyez maltraitant avec vos patients. Peut-être pas assez, mais je vais Il y a une expression qui vient souvent sous votre plume, qu'elle soit parole rêvante, comme ici dans ce texte, ou pensée rêvante. Quelle place a, pour vous, dans l'écriture, la pensée rêvante ? Parce qu'en vous lisant, moi, l'écrivain, je me dis... C'est l'essentiel même de mon acte d'écrire, d'être dans une pensée rêvante. Oui, je crois que c'est ce que j'aime bien dans votre manière d'écrire. Bon, c'est venu, j'ai dit assez de mal des concepts tout à l'heure, parce qu'évidemment, dès on lance comme ça des mots un peu nouveaux, pensée rêvante, ça se disait pas, alors on m'a voulu m'enfermer là-dedans. Hein. Pontalis, c'est l'homme de la pensée rêvante, on ne parlait pas du concept de pensée rêvante. C'est pas un concept, c'est plutôt une intuition que j'ai eue. D'abord avec l'idée que le rêve, ce qu'on oppose classiquement, en tout cas dans la philosophie classique, le rêve et la pensée. Hein, le rêve n'étant pas une forme de pensée, et la pensée étant une pensée organisée, plus ou moins logique, discursive. Et je pense que le rêve est une forme de pensée, est une activité de pensée qui emprunte d'autres voies que la pensée discursive ou celle du langage. C'est plutôt une pensée par image. Mais le rêve pense. Donc j'ai essayé, c'est presque un oxymoron, hein, de relier ces deux termes qu'on oppose si souvent, qui sont pensée et rêve. C'est autre chose pour moi que la rêverie, qui est un abandon à la rêverie, qui souvent d'ailleurs prend des formes assez classiques, enfin, la rêverie d'ambition, rêverie d'amour, etc. Et tandis que là, c'est une forme de pensée que certaines formes d'écriture peut essayer de rejoindre. D'où, voilà, je la trouve aussi chez vous. C'est pas une écriture poétique, j'aime pas trop ça, parce que c'est pas faire de la poésie, c'est pas... Je peux pas, vous voyez, je bafouille un peu, parce que ça prouve que c'est vraiment pas un concept que je peux définir, faire figurer dans le vocabulaire de la psychanalyse. Mais c'est une forme de pensée qui s'abandonne un peu à elle-même, et qui ne vise pas un destinataire précis, hein, comme le rêve qui est asocial, on l'oublie trop, l'écriture comme la lecture est un acte solitaire, qui vous remet en retrait, au moins pour un temps, de la vie sociale et de ses exigences.
Le rêve est asocial, c'est Freud lui-même qui le dit d'ailleurs, bien que j'ai quand même besoin de me raccrocher à un maître de temps en temps, condition qui ne m'emprisonne pas. Voilà, donc écrire un livre, c'est asocial, donc il n'est pas question de viser un lecteur quelconque, de cibler un lecteur. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, on est un peu triste, mais c'est comme ça. Et ce lecteur, c'est un lecteur inconnu, avec l'espoir que ce qu'on écrit rejoindra chez lui aussi quelque chose d'inconnu. Ce qu'on écrit soi-même, enfin en tout cas pour vous comme pour moi, si on le connaît d'avance, comme on dit affreusement, si on couche sur le papier des pensées déjà bien formulées ou des histoires qu'on connaît déjà par cœur, à mon avis, c'est pas intéressant. En tout cas, c'est pas intéressant pour soi. Donc c'est en laissant parler, essayer de laisser parler ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas en tout cas, qu'on a donc de l'inconnu, qu'on a une chance de susciter chez le lecteur aussi une rencontre avec ce qu'il ne connaît pas en lui. Merci JB. Michel va nous lire deux textes, je crois, qui sont le prolongement de ce que vous venez de dire. Alors voilà, d'abord tiré de Fenêtre, Enfance. Un extrait de tiré de Fenêtre. Vert paradis ou sombre enfer, âge d'or ou de souffrance, nous chérissons notre enfance. Parfois l'enfant que nous avons été, mais toujours notre enfance. Je lis dans une préface qu'il a donnée à un récit d'enfance des lignes de Roland Barthes qui éclairent cet amour-là. L'enfance est hors du temps, c'est une utopie du temps, une uchronie, ou encore c'est un âge non au sens physiologique mais au sens mythique du terme. L'attachement à l'enfance serait moins nostalgique d'un temps révolu qu'attraction par cette uchronie, par cet âge qui nous tient lieu de mythe, un mythe qui n'est qu'à nous. Analogie entre le hors-temps de l'enfance et le hors-temps de l'inconscient. Le même jour, je relève ceci dans une nouvelle de Colette. Le puissant et sensuel génie qui crée et nourrit les visions enfantines qui meurent mystérieusement en nous par défaillances successives. Ce qui nous attire dans l'enfance, la nôtre, car les enfants que nous côtoyons ne nous paraissent pas aussi précieux, vient aussi de là. C'était le temps où, le plus souvent silencieux, nous ressentions, observions sans l'écran du savoir et des mots, où tous nos sens étaient en éveil, où nous étions sensuels et visionneurs, où nous inventions le monde. Maintenant tiré de Soigné, de Haut-Tréhaut. Les grandes vacances s'éternisaient, mais admirer la nature et en jouir n'est pas écrire. Ce point d'où j'avais l'impression qu'on m'appelait se dispersait. Douteuse réalité. Pour me rassembler, je relisais les passages de Walden, qui accompagnaient sur ma table de travail les camarades des camps et les frères rudoyés par le large. Walden, terre d'asile dont la substance m'était si familière à cause de cette chair subtile et magnétique comme certains corps, certaines peaux, certains visages, qui vient au livre. Lorsqu'il s'enfonce en nous, on a un puits de fumure, là où se discernent, flottant sur l'humus et dans la nuit, des ponts qui mènent vers le commun des expériences, vers cette vision sans image qui est clairvoyante, non seulement de ce qui unit les hommes, mais de ce qui constelle silencieux leur univers. Thoreau a un peu voyagé dans sa jeunesse et écrit le récit de ses marches dans le Maine, au Canada, sur le Cap Cod. Mais Walden est l'œuvre d'un aventurier qui cesse de courir le monde pour y pénétrer, pour lui appartenir. Les riches heures du petit étang et de sa vassalité sont les chroniques de ce temps hors des hommes qui, assoiffés de liberté, calendrier des Lumières, almanach des floraisons sauvages, des champs d'arbres et d'animaux, hydrographie des correspondances souterraines du région et d'un esprit frugal. Il médite sur les avantages de la pauvreté choisie, sur les livres dont la solitude et s'entretient avec les saisonniers qui travaillent près de l'étang. Ses conversations avec les grands soufis, hindous ou taoïstes, l'entraînent dans le cercle limité des noms profanes du divin.
Il approfondit, sans but qu'écrire peut-être, les sciences naturalistes et se fait pousser de nouvelles mains, de celles qui caressent ou fouillent les secrets mais ne les abîment pas, mains de l'esprit qui ouvrent l'écrin de l'intouché, qui dissèquent l'infime comme le boucher de Chuang Tzu, sans massacre, qui offre à l'adoration, en connaissant par le temps même, c'est-à-dire en aimant. Thoreau conduit sur le chemin qui fait de l'homme un bodhisattva aux 1000 bras. Cela lui fait poser sur ses contemporains un regard décalé et pas toujours tendre. Il mord de son ironie les auditeurs de ses conférences, fustige l'esclavage, quel qu'il soit, celui des Noirs du Sud, celui des Blancs libres du Massachusetts, botanise et célèbre les saisons comme un Indien. Amical et distant, il parle vertement. Sa délicate brusquerie garde en éveil. Walden, Livre-monde et Déclaration d'indépendance repassaient à leur fin cette ancienne conviction, promesse sans annonciation ni murmure entendu, l'intuition que quelque chose en moi restait à venir et que j'étais sur la voie. Cela ne m'empêchait pas de broyer du noir. Je n'ai pas la sagesse de l'homme des bois et je perdais confiance. La patience. Ils écrivaient tous la même chose. Il n'est pas d'homme, affirmait pourtant Thoreau, qui ne soit trompé en suivant son génie intérieur. Mon génie intérieur? Sans doute ce grand maigre qui dessinait par terre. Tant qu'il me talonnait avec ses « quitte tout » ou ses « tu n'y es pas », je continuais. J'étais un âne tout compte fait qu'il pouvait bien malmener. Mais il avait ses intermittences. Parfois, je ne sentais plus sa présence, ni son silence, ni ses petits coups vaches, comme s'il n'était lui aussi qu'un leurre. Qu'est-ce que vous appelez le grand maigre? C'est celui qui fouette, c'est celui qui est à l'intérieur et qui fouette. C'était au départ, écrivant soigné, l'image de Jésus dans l'Évangile qui dessine par terre et qu'on regarde dessiner qui dessine des figures invisibles. C'est cette image d'un homme d'une exigence extrême qui dessine des figures invisibles que je sentais là, demandant d'avancer dans l'écriture, dans le hors-temps aussi. Parce en réécoutant Michel lire ce texte enfance, il y a ce hors-temps qui me fait réaliser que le je ne sais quoi dont il était question au début de notre entretien, qui manquait, a pu être trouvé à partir du moment où l'écriture s'est placée dans son hors-temps pour écrire. Il y a aussi cette infance dont vous parlez souvent dans vos livres. Infance qui n'est pas forcément l'enfant, en fait, qui est aussi le corps sans mots, qui peut être aussi le corps malade. Et qui me semble être le fondement et de la poésie et de l'analyse, et même peut-être de la sainteté. Cette allusion à Chuang Tzu, en écoutant Michel de nouveau, disant que les mains de l'esprit qui ouvrent l'écrin de l'intouché et dissèquent l'infime comme le boucher, sans massacre, c'est aussi l'analyste. Qu'est-ce que vous en pensez? L'infance, oui, c'est un des je pas un thème, enfin, en tout cas, plus qu'un mot, c'est un mythe que j'aime, parce qu'on définit souvent l'infance en termes négatifs. Oui. Infant, celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas accès à la parole, en oubliant tout ce que fait perdre, ou risque de faire perdre aussi l'accès à la parole, ou en tout cas au langage, c'est-à-dire un contact plus immédiat, plus sensible avec le monde, celui qui est si bien décrit par les quelques lignes de Colette que vous avez lues tout à l'heure.
Donc c'est pas vraiment un âge de la vie, hein, parce que cette enfance, reste toujours, mais assez enfoui quand même en chacun de nous. Celui qui parle, qui écrit éventuellement, mais qui n'est plus, qui a perdu, parce que toute conquête se paye par une perte. C'est un peu péremptoire dit comme ça, mais tout ce qu'on gagne, on le perd d'un autre côté. Et qui perd gagne, qui gagne perd plutôt. Donc, plutôt que de donner une définition négative de l'infance, c'est-à-dire du non-parlant, du pauvre petit qui ne peut pas parler, j'ai préféré lui donner un sens positif de celui qui a accès à quelque chose dont nous sommes éloignés, que nous avons perdu, et l'analyse serait, là c'est encore un oxymore, l'analyse serait le lieu qui fait parler l'enfance, voilà. Et peut-être une certaine forme de littérature peut quelque chose du même ordre. Mais c'est pas un thème qui m'est propre. Hein. Chez Pascal Quignard, par exemple, c'est très présent. Et n'oublions pas quand même que tout ça est d'une banalité navrante, c'est que beaucoup d'art, et ceux qui souvent nous touchent le plus immédiatement, sont des arts sans parole, que ce soit la peinture ou la musique. Et tout écrivain cherche, mais il ne le cherche pas, mais enfin il espère que quelque chose de ce qu'on appelle la petite musique va apparaître dans son écriture et aussi, comme la peinture, va susciter des représentations, sinon des images, un terme aussi très décrié maintenant, comme si les images étaient celles qui sont projetées sur notre écran télévisuel, mais la peinture, c'est aussi de l'image. Enfin là, on ne va pas s'engager dans le débat du figuratif et non figuratif, de l'abstrait, mais moi, c'est une distinction auquel je n'ai jamais d'ailleurs adhéré. Bon, passons. Où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais pas. Ça commence à être la parole divagante et sans but, un peu l'équivalent de celle qu'on trouve en analyse. Une question que je me pose, vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'avez ni l'un ni l'autre écrit du théâtre. Or, pourtant, le théâtre est l'endroit où je crois on doit faire le plus confiance à l'imagination des spectateurs et notamment à leur capacité à produire des images. Oui. C'est l'endroit où, depuis des milliers d'années, on est quand même dans la possibilité de faire imaginer des choses inouïes au spectateur, à l'auditeur, et où il y a une part importante qui est en face, qui est pour celui qui écoute, qui doit imaginer, et où je pense que vous auriez l'un et l'autre beaucoup à faire. Pourquoi ça ne vous intéresse pas d'écrire du théâtre? Je réponds d'abord. Oui. Parce que on a ses limites. Vous savez, j'ai compris ça assez vite après les nombreux échecs qui ont jalonné ma vie comme toute vie, que ça a limité l'idéal de plus ou moins de toute puissance qu'on peut avoir quand on ne doute de rien et qu'on est adolescent, être Chateaubriand ou rien, etc. Donc le théâtre, peut-être ce qui me gêne, vous avez trouvé ça complètement idiot, mais ça fait rien, c'est que tout passe par du dialogue, même par des mots. Alors c'est vrai que ça suscite chez le spectateur tout un déploiement imaginaire, mais pour l'auteur, avoir tout à mettre sous forme de mots, des mots qui deviennent aussi des actes d'une certaine manière, hein, mais enfin qui restent des mots. Je relisais, vous voyez que je me lis quand même du théâtre, je me relisais Hamlet tout récemment. Et bon, la fameuse Hamlet, vous vous en souvenez, qui n'arrive pas à passer à l'acte, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire à venger son père, qui diffère. Et puis, qui en revanche, dans ces mots, on parlait des mots qui blessent et des mots qui tuent tout à l'heure, peut-être d'une violence absolument extraordinaire, hein, de crudité, donc c'est des mots qui sont comme des actes, mais ce sont quand même que des mots, ce qui lui fait dire, voilà, devant ça, le fait qu'il échoue à passer à l'acte, qui lui fait dire words, words, nothing but words. Donc ce qui me gêne un peu dans le théâtre, c'est que même si ces mots sont des actes, ils vont déclencher, mais c'est simplet, hein, ce que je vous dis, simpliste, ils vont déclencher ce que vous dites justement chez le spectateur et l'auditeur, toute une ressource d'imagination, d'identification, tout ce qu'on voudra.
je ne pourrais pas écrire que sous forme uniquement de dialogue. C'est drôle ce que vous dites, parce que tout jeune, j'avais eu la chance de rencontrer, j'avais soumis dans mon premier roman ou recueil de nouvelles à Roger Martin Dugard, qui était mon voisin à l'époque à Nice. Et il avait été assez encourageant, il m'avait dit, exactement comme vous, il m'avait dit, vos dialogues, parce qu'il y a quelques dialogues quand même dans mon petit machin, c'est vraiment bien, vous devriez écrire du théâtre. Et il y a, donc vous êtes à nouveau Martin Dugard, et je ne vous écoute, je ne vous suivrai pas plus que je n'ai suivi. Je suis incapable de faire du théâtre. Moi, il me semble beaucoup plus difficile et périlleux d'écrire des textes tels que vous les faites que d'écrire des pièces de théâtre, quoi. Je pense que vous surestimez la difficulté, et que ce qui fait défaut au théâtre actuellement, enfin, à une partie du théâtre contemporain, c'est que très souvent on est face à du théâtre d'exposition, oui. où finalement on n'est que devant des situations réalistes, des combats de chiens pour de l'argent et de la drogue, avec des prostituées, des trucs. On a l'impression d'être au journal télévisé, quoi, en dialogué, qui n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Et il fait défaut à la scène contemporaine des textes un peu forts où de la pensée circule et où il y aurait par exemple un dialogue philosophique entre deux personnes qui ne seraient pas dans la même éthique ou dans la même problématique. Et ça, on a rarement la chance de pouvoir le proposer au public. Bon, ben d'accord, écoutez, Patrick et moi, on va faire un dialogue philosophique Plus qui jeune, vous concernera, que vous pourrez nous refuser. Voilà. Plus jeune, j'ai écrit du théâtre, en fait. Mais je ne parle pas de trucs consternants, je parle de textes intéressants. Bon. Je pense qu'on peut faire du théâtre. Par exemple, le banquet de Platon en est un parfait exemplaire. Oui. Le banquet de Platon, c'est du théâtre, quoi. Il suffit de trouver des jeunes gens pour le dire, et voilà. Enfin bon. Non, mais il y avait un auteur un peu oublié maintenant, c'était Jean-Claude Briseville, qui avait remis à la mode, si on peut dire, des dialogues justement philosophiques, en inventant, à partir des textes quand même, un dialogue entre Pascal et Descartes, par exemple, qui était assez remarquable, qui avait eu beaucoup d'écho d'ailleurs. Alors, on revient tout à fait en arrière, mais quand même c'est l'essentiel de ce qui m'a intéressé dans ce qu'écrit mon voisin, c'est l'alliance, là aussi une sorte d'oxymore décidément, l'alliance médecin-malade. Je vous l'ai dit 100 fois, mais c'est pour moi quelque chose, ces deux mots, qui sont des réalités, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup, comme si je ne pouvais pas, j'avais peine à imaginer qu'un médecin soit malade. Et peut-être aussi dans l'inverse, à imaginer qu'un malade puisse être médecin. Alors je signale en passant que seule la psychanalyse, quand même, instituée comme prérequisite, comme condition pour devenir analyste, que l'analyste, futur éventuel analyste, soit malade. C'est-à-dire, elle occupe une position, je reviens à ce que disait Freud, il ne disait pas analysant, mais occupe la position d'un patient, comme on dit, ou d'un malade sur le divan. Donc, fasse l'expérience de l'épreuve de ce que c'est de se sentir malade, psychiquement. Et physiquement, mais c'est malheureusement, réalistement, je crois, impossible, il serait nécessaire que les futurs médecins, les étudiants en médecine, non pas tombent malades, ne leur souhaitons pas trop ça, mais soient dans la position du malade, dans un hôpital, qui voient ce que c'est, il faudrait qu'ils soient là incognito, qu'on ne sache pas qu'ils sont étudiants en médecine, et sont traités comme le sont. Ils peuvent être, moi, il m'est arrivé comme à tout le monde de faire heureusement des séjours pas trop importants à l'hôpital. C'est que vous vous rendez pas compte de ça, comme on est infantilisé immédiatement. Alors, monsieur, je vais vous apporter votre petit pyjama. Bon, ça va, et il a bien dormi, monsieur Pantalis. Oui. Bon, on est réduit, on est complètement soumis, évidemment. Puis ça défile maintenant avec les équipes tournantes. Alors, un jour, on a une infirmière, le lendemain, on en a une autre, le soir, on en a une autre. Les internes, c'est pareil, ça défile. Ils regardent ce qui est inscrit au bout de votre lit, là, en recherchant votre nom. Là, c'est là qu'on entend, il a bien dormi, monsieur Pantalis. Quand il ne se trompe pas de nom et qu'il donne le nom de la chambre voisine, c'est pas le verbe, excusez-nous, encore quand il dit excusez, bref. Faire cette expérience-là,
hein, parce que vous en parlez très très bien, de la relation que vous avez réussi à instituer avec vos patients, cette relation qui suppose une certaine distance. On ne veut pas de la familiarité, on ne veut pas qu'on vous tape sur l'épaule, mais on ne veut pas non plus une indifférence totale, comme d'être qu'un numéro soumis, infantilisé, déresponsabilisé, etc. Mais les Donc, médecins ont peur, hein, de toute façon. Oui, mais on s'en fout, ça, quand on est malade, qu'ils aient peur. Ah oui, ils ont peur d'être malades. Oui. Les personnes à qui j'ai envoyé ces 2 livres et qui n'ont jamais répondu sont mes médecins. Mais bon. Voilà, donc Ça en dit long, c'est je crois. quelque chose que je trouve très fort dans la double expérience de Patrick. Bon, le premier livre, là, dans la vallée des larmes, c'était plus centré sur l'expérience du malade, grave qu'il fut, on peut le dire, parce que c'est tout l'objet de son livre, vraiment, sachant pas s'il s'en sortirait. Et puis le second, même si j'ai publié dans 2 collections différentes, la vallée des larmes, c'est dans ce qu'on appelle la collection blanche, et soigné dans l'un et l'autre, la collection Bleu Nuit, c'est un diptyque. Et là, dans Soigné, c'est plus l'expérience du médecin qu'il fut, notamment aux urgences, ça on va peut-être lire un passage là-dessus, d'ailleurs aux urgences psychiatriques, et aussi dans la dernière page, quand il devient tardivement le médecin de son grand-père très aimé, Soigné. Voilà. Donc il y a l'être malade d'un côté et soigné de l'autre, qui s'interpénètrent. On va lire un texte qui s'appelle Adieu au discours. Tiré de En marche des nuits. Ça veut dire que je discours trop. Après avoir fait l'éloge, Non. bon d'accord. Pas du tout. Il est tout. Alors donc, adieu au discours. Sartre, qui refusait obstinément d'être un maître, ne voulait pas de disciple. À chacun d'inventer son chemin de liberté. Cela n'empêcha pas à certains d'essayer de marcher sur ses traces, quitte à s'épuiser. Plus il s'efforçait de le rejoindre, plus l'écart se creusait. Lacan tenait, lui, sa position de maître. Mes élèves, mon école, il eut des centaines de disciples, mais sans vouloir se reconnaître en eux, ou pour les désavouer. Il lui fallait rester le seul maître. Il lui fallait rester seul. En cela, ils se ressemblaient, ces deux-là, si différents par ailleurs. Je crois qu'ils ne faisaient confiance qu'à eux-mêmes pour cogiter éperdument. Je les imagine marchant inlassablement, chacun de son côté, puis ils se tournent le dos et je m'éloigne d'eux. Je cogite éperdument. Le mot est de Lacan. Je cogite éperdument. Je suis donc je pense. Le lapsus est de Sartre, convaincu de citer fidèlement le cogito ergo sum. Devenu psychanalyste, je n'ai eu comme maître que mes patients. Bien des analystes m'ont nourri, m'ont construit, mais d'aucun je n'ai fait un maître à penser. Je suis heureux de n'avoir pas de disciples. Certains collègues que j'ai eus en supervision ou qui m'ont lu m'assurent qu'ils me doivent beaucoup. J'accueille ces hommages avec plaisir, comme il me plaît d'ignorer ce qu'ils disent me devoir. Si dette il y a, elle doit rester ignorée. Elle ne se comptabilise pas. Elle ne se pontalise pas, ou elle ne se compatibilise. Elle ne se compatibilise pas. Très bon lapsus. Ah, c'est très bon. À Merleau-Ponty, je dois l'essentiel de ce que j'ai pu penser. Écrire, mais je suis incapable de préciser en quoi consiste cette dette, d'en fixer le montant. C'est bien ainsi, pour lui et pour moi. Certaines transmissions sont comparables à des transfusions de sang. J'en croise partout des ramenards, tous ceux qui exhibent leur fortune, se vantent de leur succès auprès des femmes ou des tirages mirobolants de leurs livres. Les professeurs que j'ai aimés et admirés étaient tout sauf des ramenards. Ils nous transmettaient ce qu'ils avaient eux-mêmes acquis au fil du temps. Ils n'attendaient pas de nous, les ignares, qu'on boive leurs paroles, mais qu'à notre tour, nous leur apportions quelque chose. Quand j'ai exercé pendant quelques années le métier de professeur, j'aurais voulu être fidèle à leur exemple. Je ne pense pas y être parvenu. Le comédien plus ou moins refoulé que j'étais cherchait trop, tel un acteur, à séduire son public. Et puis, toujours comme un acteur dont la voix ne fait que relayer celle de l'auteur d'une pièce que
lui, n'a pas écrit et qui est appelé à jouer les rôles les plus divers, j'eus peu à peu le sentiment que je ne parlais pas avec ma propre voix, que les paroles que je prononçais n'étaient pas miennes. Je ne voulais plus discourir, manier des concepts, exposer des idées. J'étais dans l'attente confuse d'une parole dont j'ignorais la source et le destinataire. Je ne voulais plus faire l'acteur ni le professeur. Je voulais me soustraire à tous les codes, à la succession des jours affairés, à l'emploi du temps quadrillé avec l'espoir d'accéder à un temps autre. Je voulais me permettre d'être, comme le rêve, asocial. J'entrepris une analyse comme pour m'exiler sur une terre étrangère. Et un dernier extrait de Soigner d'Autréau. D'ailleurs que par lapsus, j'ai appelé tout à l'heure Guérir. Oui. C'est Soigner le titre. Peu à peu, je suis rentré dans une routine plus sereine. Un autre danger guettait. Certes, il me semblait comprendre mieux mes patients. Cette compréhension avait besoin de moins de mots. J'en avais même plus besoin parfois. Elle était devenue charnelle. Une part en moi avait réappris à rester professionnelle et à restaurer cette distance sans quoi on ne peut que méconnaître. Une autre, qui tardait à cicatriser, aurait voulu consoler inconditionnellement. Dans ce lieu intérieur, c'est comme si la frontière qui se dresse entre le médecin et le patient, frontière arbitraire que personne ne vous enseigne à composer et qui chez certains est mouvante et souple et rigide chez d'autres, était devenue une zone poreuse, générant des flux imprévus. La proximité des gens qui souffraient libérait en moi une tendresse presque amoureuse. J'étais de nouveau, grâce à eux, dans le vif de la vie. Je m'y savais d'une manière qui ne m'avait pas été permise jusqu'à présent. Avant, malgré mon empathie, quelque chose en moi restait inatteint. Or, ce n'était plus ma tête qui répondait pour agir, mais tout mon être qui s'arc-boutait sur ce qui avait étonnamment résisté en moi. En guérissant, peut-être avais-je acquis un pouvoir nouveau. Ma compréhension plus profonde des autres me donnait l'impression de faire des miracles. Deviner qu'un inconnu revêche était touché par certaines de mes paroles, que la solitude pouvait vraiment se fissurer, d'où je venais, c'était consolant, m'émouvait et me tonifiait. Je me défiais pourtant de moi. Les rescapés ont une fâcheuse tendance à s'imaginer thaumaturges. La littérature hagiographique est pleine de ces vainqueurs de la mort qui font stigmate de leurs plaies, chassent les diables et apposent sur tout leur panacée. Cela ne m'empêchait pas de m'enthousiasmer à l'idée que j'étais dans un corps à corps avec la souffrance, avec la vie, avec moi-même. À quoi bon, me disais-je, sachant bien les dérives d'une telle pensée, si on ne s'approche pas au plus près? Qu'y avait-il de plus vivant que ce contact avec la musique d'un esprit qui se dévoile, qui se ment et se reprend, qui livre et retient, cette confiance d'un être qui montre ou couve ses rouages blessés? N'était-ce pas ce qui m'attirait depuis que je faisais ce métier, depuis plus longtemps même, d'une manière quasi érotique? J'étais reconnaissant que les gens me laissent explorer les pliures de leurs pensées, de voir ainsi, sous les angles inhabituels, ce qu'on néglige en soi, chez les autres, et de donner un corps à l'invisible. Si quelque chose est érotique dans ces nuits de garde, c'est qu'on est entraîné vers une réalité dont l'intensité se partage rarement, et souvent même pas dans un lit, moins par empathie ou par désir du bien, d'ailleurs, que par avidité à caresser le dénuement intérieur de quelqu'un qui ne vous est rien et devient intime. Et pour la jouissance d'assister à une prise de conscience à l'œuvre, pour participer au monde en le voyant naître nouveau dans un esprit. J'avais perdu cela avec encore plus d'acuité en recommençant mon travail. Je l'ai perçu cela avec encore plus d'acuité en recommençant mon travail. Comme j'avais cru redécouvrir la peinture, la musique et mon corps, j'écoutais autrement, j'entendais autre chose et mieux ce qui ne se disait pas. Aussi, lorsque j'étais contraint, face à un patient ou à une famille, de marquer ma distance, celle-ci me rappelait qu'il y avait de l'impossible dans mon attirance pour ce qui vient de la douleur, de l'effroi, de l'inconnu, impossible à rejoindre l'autre là où il s'échappe à lui-même, et aimerait parfois vous entraîner, qui m'aimantait et me faisait souffrir. Si bien des situations ou des nuits pénibles tempéraient mes élans,
Les urgences en fournissent sans peine des échantillons. Odeurs nauséabondes, dermatose répugnante, crachats et coups, regards fermés, esprit tordu, insultes ou familiarité, et me faisait passer le relais à un collègue au petit matin avec soulagement, me rappelant que je n'avais vraiment pas l'étoffe d'un saint. Je craignais ce vide qui me plombait dans le métro. Les gens allaient à leur travail et moi me couchais. Que faire de ce que je ne pouvais partager? Être malade m'avait fait vivre contre mon gré un décalage qui avait ôté la patine de mon passé, y brûlant des pans entiers de mensonges, et qui donnait à mon présent l'inquiétude constante de l'inaccompli. J'aurais voulu porter cette urgence à être dans l'esprit des gens que je voyais en consultation. On ne lance pas le brûlot chez ceux qui souffrent sans jouer aux apprentis sorciers. Et, comment dire, sans en escamoter l'horreur et sans être indécent, la richesse terrible des désastres. J'essayais bien de transmettre un je ne sais quoi d'autre par mon visage ou ma voix. Les paroles ne suffisaient pas. C'est vraiment des pages que je trouve, enfin vous aussi, très très fortes. La richesse terrible des désastres. Caresser le dénuement intérieur de quelqu'un. Être malade m'avait fait vivre contre mon gré un décalage qui avait ôté la patine de mon passé, y brûlant les pans entiers de mensonges. C'est comme vous me disiez, là, qu'est-ce que c'est que la maltraitance analytique, c'est ça? C'est la même chose. Le décalage qui avait ôté la patine de mon passé, brûlant des pans entiers de mensonges. Bon, c'est vraiment très, très fort. Je vous remercie d'avoir écrit ces pages-là. C'est tout, vous en voulez plus. Et les auteurs, ils sont comme ça, ils en veulent toujours plus, ils sont insatiables. J'en veux toujours plus parce que vous êtes maigre de compliments d'habitude. Toc. Faut qu'on arrête. Il y a encore Il nous reste un dernier petit texte à lire. dernier petit Hein? texte. Vous ça va? Bon. Oui, on a presque fini. C'est un dernier petit texte de Pontalis tiré de L'Enfant des Limbes. C'est très court, ça fait une page et demie. Ça va. Cela s'appellera limbe. J'ignore ce que signifie au juste le mot limbe. Qu'il reste indéterminé me plaît bien. Depuis longtemps, il m'attire. Une voix, ma voix, me murmure. Elle ne peut pas être forte. Les limbes. Les limbes. Je crois savoir qu'on désigne par là le lieu qui accueille les enfants morts avant d'avoir été baptisés. Mais c'est un souvenir vague, comme si tout ce qui concerne les limbes ne souffrait pas de précision. Pour quel obscur motif ce mot dont je prolonge la première syllabe et qui paraît se tenir à mi-chemin entre le clair et le sombre exerce-t-il sur moi un tel attrait? Souhaiterais-je séjourner dans le limbe des enfants? N'aimerais-je que les pensées à l'état naissant qui se refusent à être cernées? Serais-je épris de ces rêves qui tiennent lieu de réalité? Ne serais-je touché que par ceux qui n'ont pas une identité bien assurée, qui ne sont pas ce qu'ils sont ou croient être? Ou alors les femmes, plus que les hommes, seraient ces êtres-là, incertains, insaisissables, celles qu'on ne saurait baptiser, celles qui seraient toujours en attente d'on ne sait trop quoi? Demeurer dans l'imparfait, l'inachevé, dans l'inquiétude, à moins que ce ne soit l'extrême quiétude de celui qui n'a rien à craindre et plus guère à espérer. Choisir l'entre-deux, manière d'éviter les brûlures de l'enfer, ou la monotonie du paradis supposé combler nos désirs une fois pour toutes et mettre un terme définitif à l'attente. Ne pas être fini, mais être là, hors du temps mesurable comme de l'éternité. Alors, comme si ça suffisait pas, mais là, je vous promets, c'est la dernière, j'avais envie de vous lire moi-même un petit texte qui est paru dans un livre qui s'appelle « Le dormeur éveillé »,
qui est paru il y a quelques années au Mercure de France, dans la collection Traits et portraits, dirigée par Colette Fellous, dont vous devez connaître le nom comme écrivain et surtout qui travaille beaucoup à la radio, fait de très belles émissions. Et le principe de cette collection est que, d'où son titre Traits et portraits, est que les textes sont déclenchés par une image. En tout cas, tous les auteurs de cette collection n'ont pas joué le jeu, moi je l'ai joué, c'est-à-dire c'est les images, que ce soit des peintures, que ce soit des photographies, des dessins, sont le point de départ, ne sont pas des illustrations de quelqu'un qui viendrait illustrer un écrit, mais sont le déclencheur de l'écrit, un peu comme les images de rêve peuvent déclencher aussi un écrit. Ça, ce petit passage s'appelle « Le garçon au regard perdu ». Je vous le lis d'abord parce que je l'aime bien, et parce que vous pourrez facilement identifier le garçon en question, et puis parce que je m'en suis aperçu en le lisant, que beaucoup de thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui, le rapport entre le visible et l'invisible, la perte, etc., ils sont condensés en quelques lignes. Et nous aussi, on a envie de vous entendre lire un peu aussi. Hein. Bon, alors vous allez être servi. Son père, donc s'appelle Le garçon au regard perdu. Son père est mort quelques mois auparavant, sans préavis. Cet été-là, comme tous les étés précédents, le jeune garçon passe ses vacances dans la villa de sa grand-mère. À la fin de la journée, il descend les marches de l'escalier en bois qui mènent à la plage, une longue plage normande de sable qui s'étend sur des kilomètres, bordée de dunes où poussent des herbes folles. Elle est presque déserte en ce mois de septembre, proche de la rentrée des classes. Un promeneur qu'il n'a pas vu venir braque son objectif dans la direction du garçon. Plus tard, l'enfant recevra de lui la photographie prise de profil. Comment cet homme inconnu a-t-il su son nom, son adresse? L'heure est trop tardive, la mer trop froide pour que l'enfant aille s'y baigner. Alors, il regarde la mer. Il paraît grave. Peut-être ne s'est-il pas consolé, ne se consolera-t-il jamais de la mort de son père. Peut-être espère-t-il, sans y croire, le voir apparaître, ce père très aimé, qu'il a abandonné, le laissant sur le sable. Apparaître dans le lointain, sur la ligne incertaine de l'horizon. Il attend en vain ce disparu, qui ne se décide pas à revenir pour rester à ses côtés. La mère, M-E-R-E cette fois, elle est vivante, mais si peu vivante, si soucieuse, si seule. Sa solitude à lui, le petit garçon, et sa solitude à elle ne se rejoignent pas. Alors, il regarde la mer grise. Oui, son regard est perdu. Et il y a en bas de la page la photographie en question. Si vous le permettez, sur cette note émue, j'en resterai là. Et merci à notre lecteur. Bon, merci.